notre table ronde suivante, donc avec Frédéric Lefray, ancien directeur de cabinet de Frédéric Lefebvre sur la circonscription des principes des projets. Frédéric est également enseignant sur les thématiques de marketing électoral et de communication politique. Eve Zuckerman devait être parmi nous. Eve Zuckerman travaille au cabinet du Premier ministre sur la question de communication digitale. Eve Zuckerman, le Premier ministre nous a demandé de rester avec elle aujourd'hui à cause des événements de préfecture de Paris. Donc elle ne pourra pas être parmi nous. Donc du coup, je vais utiliser ma casquette de Digital Box, l'éditeur de logiciels de stratégie électorale pour la remplacer. Un duo donc, avec Frédéric Lefray. On va vous parler du Trump Playbook, la stratégie de Trump. Vous l'avez compris, là, on sent que l'Hexagone va effectivement évoquer cette campagne présidentielle 2016, les techniques, les outils, derrière les tweets rageurs et outrances qu'on a tous constaté, en fait, il y avait un système bien rodé, des systèmes de communication dont on va vous parler. On va aussi faire un tour d'horizon des bonnes pratiques, des bonnes campagnes qui ont retenu notre attention en Amérique du Sud. On va parler de la sous-région en Afrique francophone, un tour d'horizon des campagnes et des stratégies de communication politique. Pour rebondir sur ce qui a été dit, on va commencer par Trump. Alors déjà, je vais vous expliquer je ne sais pas si tout le monde maîtrise bien l'élection américaine. L'élection américaine, c'est exactement comme l'élection à la mairie de Paris. Ça veut dire que l'État, c'est l'arrondissement, le district, c'est Lyon. Donc c'est une élection à un seul tour, et après, une fois que vous avez élu les délégués, etc. Donc, pour ça, ça demande une stratégie assez particulière. Pourquoi? Parce que, comme pour la mairie de Paris, si vous avez gagné un État, vous pouvez, bien évidemment, avoir plus d'États, et quand vous avez la majorité des États, vous avez un nombre de délégués, et ce sont de délégués qui vous fait gagner l'élection pour élire le président de la République, le président des États-Unis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que vous avez des États qui sont pour vous. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, vous pouvez vous déclarer en tant qu'électeur, comme républicain, démocrate, indépendant. Donc dès le départ, je sais à peu près qui sont les électeurs. Donc j'ai des États qui sont acquis, là on va travailler dessus. Après j'ai des États qui sont acquis à l'adversaire, et après on appelle les fameux swing states. Ce sont donc les États qui, d'une élection à l'autre, bougent. Donc on va se concentrer là-dessus. Et parfois, à l'intérieur même d'un État, comme je le sais, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux districts qu'il faut basculer, qui vous font gagner. Donc, on va travailler parfois sur un district. Alors, on va continuer à continuer, bien sûr, mais on va travailler là-dessus. Et donc, Trump, ce qu'il a fait d'abord, il a été élu pour la primaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait de la communication basique, de la communication politique. C'est-à-dire, on l'a revu au fur et à mesure. Ça veut dire d'abord, je consolide ma base. Avant toute chose. 2, j'essaye de convaincre les indécis. Et 3, j'essaye d'empêcher les militants adverses d'aller voter. Voilà, ça, c'est la base de toute communication politique. Que vous soyez en France, alors que vous soyez aux États-Unis, la communication, la base, c'est ça. Pour faire ça, d'abord sur sa base elle-même, il faut la connaître. Donc là, on en parlera tout à l'heure. On a des spécialistes qui permettent de travailler ces bases, parce que tout le problème, c'est de connaître sa base et pas de connaître sa base de façon anonyme. C'est ce qu'a fait très bien d'ailleurs Barack Obama. Rappelez-vous, les démocrates font défaite sur défaite, et à un moment donné, il y a une boîte de marketing classique qui vient les voir et qui leur dit pourquoi moi je vous propose mon logiciel de marketing classique pour faire pour la politique. Résultat du cours, pour la première fois aux États-Unis, un candidat avait mis 220 millions d'électeurs américains en fiche, en base de données, et ils ont eu jusqu'à 2500 informations par électeur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plateforme de campagne. Voilà, et il faut aussi préciser que là, on est donc dans la loi électorale américaine, il n'y a pas beaucoup de limites en termes de base de données. Vous pouvez acheter la base de données du supermarché du coin de la banlieue de Houston. Vous savez que Madame Smith a acheté une paire de chaussettes à son mari à $55, donc vous en déduisez un pouvoir d'achat.
Vous avez aussi accès à toutes les données économiques. Il y a aussi les données, vous savez, qui sont des critères autorisés, et c'est la culture de marketing ciblée aux États-Unis. Il y a le critère de race et il y a le critère de religion, qui sont déclarés, qui sont fichiers. Voilà, et politiques. Les fichiers politiques aussi déclarés ne sont pas de la même taille qu'en France. En France, on a 50 000 adhérents au Parti Socialiste, 100 000 chez les Républicains. Le Parti démocrate américain, c'est 43 millions d'électeurs déclarés. Le Parti républicain américain, c'est 34 millions d'électeurs déclarés. Donc effectivement, ils ont accès à toute cette masse de données et des logiciels de campagne qui permettent de les croiser pour identifier effectivement les quelques électeurs qui vont faire basculer dans les deux côtés les plus fragiles d'un État. Voilà, et tout à fait. Et quand vous achetez par exemple les consommations, ce que tu disais, les consommations de carte bleue, je vais voir qu'elle achète du Kenny. Je sais qu'elle a du mal de whisky. Donc quand je ferme le porte-à-porte, je commence déjà par créer une relation de confiance. D'abord, on parle d'un niveau de whisky. Et puis après, je fais une pyramide inversée. Et petit à petit, je l'amène au candidat. Mais par contre, je renvoie toutes les propositions du candidat sur le site de campagne. Parce qu'avec Obama, pourquoi? Parce que les bénévoles qui font ça, vous ne les maîtrisez pas. Donc vous ne savez pas comment ils vont diligenter leur interview. Donc tout était écrit sur la petite application. Et ce qui permettait surtout à Barack Obama, par exemple, le mardi soir, il disait une phrase, ça permettait de rajouter une question le lendemain pour savoir pendant combien de temps les messages clés de la phrase de la veille étaient retenus sur la durée. Et c'est là qu'on s'aperçoit, vous allez dire, je voulais dire ABC, en fin de compte, les gens, ils ont retenu que D. Donc ça veut dire qu'hier, j'ai pas été bon, donc il faut qu'on retravaille. Donc voilà, ça c'était Obama. Juste avant, je me tire tout en arrière, avant, quand les Bush ont été élus, il y avait, je ne me rappelle plus, c'était donc un des conseillers de Bush qui avait commencé à faire la première base de données. Et pourquoi après les républicains ont perdu? Parce que quand il est parti du Parti républicain, il est parti avec sa base de données. Donc les républicains se sont retrouvés, pour l'expression à poil, et c'est pour ça qu'ils ont pris le retard, et les républicains ont eu beaucoup de retard sur la communication digitale. On avance en temps, on arrive aux élections de 2016, et là vous avez Ted Cruz, qui travaille avec une entreprise, qui était filiale d'une autre entreprise dont je vais parler, qui s'appelle Cambridge Analytica. Et Ted Cruz fait un super score au primaire, alors que le type était quasi inconnu à part dans son état. Et là, l'équipe de campagne d'Obama, qui n'avait pas de logiciel dédié à cet effet, dit ça c'est pas mal comme truc, on va le pouvoir. Et évidemment, comme c'était gagné à la primaire, de la filiale, c'est remonté à la maison mère. Et la maison mère lui dit, et nous, on va faire un truc quand même assez extraordinaire, c'est ce qu'on appelle la segmentation psychographique. Donc je vais vous donner quelques chiffres, vous allez voir que c'est fabuleux. Donc évidemment, c'est un chercheur d'Harvard qui a fait ça dans les années 70, ça a été mis au bout du jour, ça a été retravaillé. Résultat des courses, avec 68 likes sur Facebook, je peux deviner la couleur de peau d'une personne, à 95%. Uniquement avec les likes. Ses préférences sexuelles à 88%, politique à 85%, ou même si moitié fume. J'en suis que sur 68 likes. Avec 10 likes, je peux donner une analyse plus complète d'un collègue de travail. Avec 70 likes, je peux vous connaître mieux que une personne que l'ami. Avec 150, je vous connais mieux que vos parents. Et avec 300, je vous connais mieux que vos partenaires. Ça, en plus, je le croise avec tous les bases de données que j'ai. Donc, ce qu'ils ont fait là, on ne sait jamais s'ils ont trouvé une page sur Facebook ou si Facebook les a laissés rentrer. Ça, je pense qu'on ne le saura jamais, la vérité en tout cas. Je remontais là-dessus. Voilà. En tout cas, ça a été possible. Résultat des courses, vous avez un quart de l'électorat américain qui a été fiché comme ça. Pour des raisons de réglementation électorale, ils ne pouvaient pas les payer. Donc, un gentil milliardaire copain de Trump, il était déjà dans ce milieu-là, donc il y en a pas mal des copains, qui a dépensé 220 millions de dollars pour payer ça. Okay. Donc ça sert à quoi en fait de faire ça? Une fois j'ai ça. Et bien ça nous permet d'envoyer une vidéo ciblée avec du contenu et du message à Madame Michu, point. Que pour elle, Madame Trucmuche, elle aura un message différent. Ce qui veut dire que je peux suivre. On va prendre l'exemple de la chasse, de l'aide des arbres. Je sais que la personne a peur des autres, etc., elle s'est fait agresser, etc. Donc, je vais envoyer une petite vidéo pour faire voir que
à chaque fois, ce que tout communicant politique rêve, c'est de pouvoir adresser un message à un électeur et de façon différenciée. Ça, c'est évidemment, c'est le grave. Et donc, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Par exemple, un autre exemple. Comment faire pour empêcher que les militants incarnes aillent voter? Eh bien, ils ont été faire des campagnes de communication dans Little Haiti à Miami pour dire en fin de compte que Bill Clinton à l'époque avait dit des choses sur les femmes haïtiennes par rapport à leur sexualité. Donc leur but, c'était pas de les convaincre de voter. C'était justement de les convaincre de ne pas les déplacer. N'oubliez pas, dans une élection électorale, il y a que 2 à 5% des gens qui changent d'avis pendant une campagne. C'est-à-dire pas grand-chose. Ça veut dire, d'abord, on cultive ça. Et c'est très important. Donc ça veut dire qu'en fait, tous ces logiciels, vous avez compris, le côté un peu vertigineux des données qu'ils ont droit, eux, d'utiliser. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Finalement, ça leur regarde, c'est leur pays, c'est leur démocratie et l'expression démocratique qu'ils ont mis de s'autoriser. On n'est pas là, finalement, pour juger. Et après, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, ces données-là ne sont pas utilisées pour convaincre, pas forcément, elles sont utilisées pour mobiliser, déclencher une intention de vote. Parce que assez tôt, on s'est rendu compte que ces logiciels effectivement étaient très précis, ça nous permettait d'envoyer le bon message à la bonne personne. C'est plutôt positif. Finalement, on a fini par intéresser les gens et leur parler des choses qui les intéressaient plutôt que de leur envoyer des placards d'informations inintéressantes. Donc ça, c'est plutôt très très bien. Et après, effectivement, ils ont poussé cette logique-là. Alors, Cambridge Analytica l'a poussé trop loin, parce qu'effectivement, il y a bien eu un vol manifeste de données, ce qui a mis dans la banane judiciaire Facebook, qui s'en est rendu compte beaucoup trop tard, alors qu'ils étaient responsables de la sécurité des données de leurs utilisateurs. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas encore terminé aux États-Unis. Facebook va avoir du mal à s'en dépêtrer. Voilà. Et en fait, Facebook est aussi utile dans cette histoire. Voilà. Donc c'est un vol pur et simple de données. Quand à Cambridge Analytica, nous, en tant que professionnels du secteur, on édite un logiciel de campagne. Cambridge avait même surpromis, ils avaient promis que les psychographies données par les Frédéric, ça pourrait permettre de comprendre les peurs et les rêves des électeurs. Alors quand on nous a dit ça, nous, en 2015-2016, je me rappelle, on s'est regardé avec quelques confrères, on s'est dit, soit ils nous a mis 10 ans dans la vue et demain on est au chômage, soit ils sont en train de nous raconter des cracks. Bon, c'était un peu la deuxième option, sauf qu'on n'avait pas conscience qu'ils avaient volé autant de données. Voilà. En tout cas, c'était effectivement faux. Voilà. Mais pour reparler de Cambridge Analytica, on ne va pas dire truqué, parce que ça n'a pas été truqué, les règles ont été respectées. Ils ont complètement modifié le résultat de l'élection du Premier ministre à Trinidad et Tobago. Comment ils ont fait? Parce que là aussi, vous pouvez savoir ceux qui étaient d'origine indienne, ceux qui étaient noirs, ceux qui étaient blancs, ceux qui étaient métis. Ils ont fait toute une campagne de communication pour dire que le gouvernement était nul et que pour la population noire, la meilleure façon de s'en sortir, c'était s'abstenir. Et donc, ils avaient fait une campagne avec un site qui était nos votes, comme ça. Et donc, ils l'ont fait auprès de tous les jeunes. Parce qu'ils ont remarqué que c'était les jeunes qui votaient le plus à Trinidad. Donc, ils ont fait ça auprès de tous les jeunes. Et ce qui s'est passé à la fin, les jeunes n'ont pas été, les jeunes noirs n'ont pas été votés. Et c'est le parti minoritaire indien qui avait pris Cambridge Analytica qui a été élu. Donc, je vous rappelle que c'est les 3 fondamentaux. Exactement ce que je disais. Il n'y a pas de convaincre. D'abord, c'est s'abattre les indécis et empêcher les autres d'aller voter. C'est ça. Et ça nous fait rebondir sur le panel de ce matin, où on parlait effectivement des cités et des logiciels de campagne électorale. Effectivement, en parlant de la mobilisation, il y a aussi une démobilisation qu'on fasse. Et effectivement, on n'est plus dans la conviction parce qu'il n'y a plus 85% de participation comme avant. Aux États-Unis, une bonne participation au mi-terme, c'est 45%. Ils ont une moyenne forte à 38%. La présidentielle, c'est de temps en temps à 50%. Ils participent encore moins. Ce qui est paradoxal, parce que c'est des millions de gens qui sont encartés dans le parti, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais à l'élection présidentielle, qui regarde des batailles pour eux, comme chez nous d'ailleurs, ils participent moins. Donc ça, vous pouvez le faire pour les primaires, évidemment, parce que vous faites aussi la démobilisation des militants de votre adversaire ou de vos adversaires en primaire,
Et une fois que vous avez tué au primaire, qu'est-ce que fait Trump? Il clive. Pourquoi? Parce que c'est un duel. On doit choisir entre Clinton et Trump. Et parfois, le clivage, le message qui est délivré est assez simple. Entre les deux sont nuls, mais le moins clair c'est droit. Donc, en gros, c'est de dire, c'est le chaos. Si vous votez pour Hillary, c'est le chaos. Regardez, pour faire ça, c'est simple, c'est l'utilisation des fake news. Regardez ce qui s'est passé avec le vol, le détournement par la Clinton des emails. En gros, on est compte en France, nous, vous dit, le Premier ministre a pris son Gmail pour écrire des emails en tant que Premier ministre. Le Français, tout le monde se dit, on n'a rien à foutre. Aux États-Unis, c'est ils ne vous rendez pas compte, c'est scandaleux, il a utilisé son mail privé pour diffuser une parole publique. Nous, on s'en fout. Et dedans, les républicains, du côté de Trump, disent tiens, on va s'en servir, parce que vous avez vu, quand on va à la conscription, ils achètent des pizzas. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On va faire croire que les pizzas, c'est les enfants. Et qu'en fin de compte, c'est un réseau pédophile qui est derrière ça, et qu'à chaque fois qu'il commande une pizza, juste à côté du siège, la pizza, c'est un enfant. Donc évidemment complètement débile, mais ça prospère sur les sites complotistes. N'oublions pas que Trump avait un ami qui celui qui a fait, on parlait du nom du site, qui est un site d'extrême droite complotiste aux États-Unis, Breitbart. Voilà, Breitbart, qui évidemment était le relais de l'opinion pour Trump. Et le lendemain de l'élection de Trump, il y a un type qui rentre dans la pizzeria et qui tire sur le patron de la pizzeria en disant mort aux pédophiles. Pour vous dire jusqu'où la croyance du message qui est diffusé peut aller. Juste pour revenir sur Cambridge. Cambridge, ils ont eu un deuxième, après ils ont eu le client, mais ils ont eu un autre client qui était Brexit. Client important. Le Brexit, je vous rappelle, ça s'est joué à 600 000 voix. Ok? Donc moins d'1% des électeurs. Savez-vous, dans les 13 derniers jours de campagne, combien Cambridge Analytica a envoyé de vidéos aux électeurs? 1,2 milliard. Jusqu'à 6 vidéos par jour, avec des messages différents. Et ils ont gagné avec 600 000 voix. Ce que dit Frédéric, c'est ça, c'est que tous les électeurs anglais n'ont pas reçu 25 vidéos tous les jours. Au contraire, ils ont reçu une vidéo qui leur correspondait bien. Tu m'as rappelé une campagne qui était brillante, celle d'un candidat écologiste d'Autriche. Il se retrouve face à un candidat d'extrême droite, et au-delà d'un positionnement intelligent, grosso modo, ils ont fait pari. Un écolo plus un drapeau égale un président. Comment passer de 10 à 51%. Donc ça, c'était assez intéressant. Et grosso modo, ce positionnement politique, ils l'ont traduit en 126 vidéos localisées dans le pays, dans différentes régions, pour différentes thématiques et pour différentes audiences. Par exemple, les élèves, les retraités, les commerçants, artisans, les agriculteurs. 126 vidéos. Et effectivement, les électeurs n'ont pas reçu plus d'une seule vidéo. Voilà. Et pareil aux États-Unis, effectivement, là aussi, on est dans un mouchoir de poche. On va parler de 3 États où là, il y a eu un ciblage extensif. Donc derrière les outrances et les trucs outrageurs de Trump, il y a effectivement une grosse machine de guerre électorale, une grosse machine de ciblage. Ils ont visé 3 États démocrates, mais fragiles. Grosso modo, les démocrates les gagnent souvent, pas dire tout le temps, mais ils ne gagnent pas beaucoup. Il n'y a pas un grand écart de voix. Et c'est ça qui est. Donc, dans le Michigan, vous avez eu 2 200 000 voix pour les démocrates, 2 200 000 voix pour les républicains. Sur la mi-terme, il y a 10 000 voix d'écart pour Trump, alors que le Michigan a voté Obama 4 ans. Comment ils ont fait? Ils ont visé les districts les plus faibles en nombre d'écarts de voix. Ils ont croisé avec toutes les données, notamment sur la race, tous les électeurs blancs. Je rappelle qu'ils ont accès aux données raciales. Ils ont croisé avec les données économiques, quels sont les districts où il y a du chômage chez les électeurs blancs du Michigan. Ces gens-là, dans leur page Facebook, pendant les 2-3 mois avant l'élection, ils ont vu des messages de milliardaires qui leur promettaient
dans leur vie, exactement dans la vie de Intel. Pour vous, messieurs, dames, vous allez voir que je vais ramener X job. Le type qui est au chômage depuis 6 mois, sa femme lui fait la tête, ses enfants se moquent de lui, il voit ça peut le mobiliser s'il était capable de voter républicain. C'est peut-être ce qui fait la différence entre un républicain qui reste chez lui le dimanche et un qui va voter. C'est exactement, j'en parlais tout à l'heure, ce qui s'est passé au Brésil avec Bolsonaro, mais ce qui s'est passé aussi en France dans la primaire de droite. Fillon, que tout le monde voyait clairement au début de la campagne, pourquoi il est gagné? Parce qu'il a utilisé un socle de base avec les mêmes techniques que utilisait Obama contre Trump, avec aussi des fake news qui ont été diffusées sur les candidats qui étaient dans la même primaire. Donc c'est exactement les mêmes techniques. Et ce qui fonctionne, c'est ça. Vous savez, en France, il y a, à part l'élection en 2007 où il y a eu la présidentielle, les autres élections, vous regardez les courbes, qu'elles soient municipales, qu'elles soient cantonales, départementales maintenant, régionales, etc., c'est en descente, en chute libre. Donc en gros, c'est tous les gens, je vais être basique, mais on se fout des gens qui votent pas. S'ils ne sont pas inscrits sur la liste, on s'en fiche, c'est pas le problème. Je n'ai pas besoin de les convaincre. Là, tu parles des gens qui ne sont pas inscrits, qui sont pas inscrits. Qui sont pas inscrits sur la liste. En gros, c'est un peu dur à dire, mais on comprend pas pourquoi je vais perdre 10 minutes à convaincre. De toute façon, celui-là, il vote pas. Celui-là, je comprends. De côté. Ensuite, j'ai l'analyse socio-électorale. C'est ce que fait les États-Unis, ce que fait l'Irlande, ce que fait tous les pays d'Europe. On est souvent en retard. Maintenant, on a dit on est souvent en retard. Moi, quand je suis désespéré, quand je vois des élus qui sont là depuis 15 ans dans une ville, qui n'ont jamais copié les cahiers des marchands aux élections. Vous dites, mais il va faire comment votre problème? Comment vous savez? Parce que quel est l'intérêt d'avoir Mme Michu si ça fait 4 élections qu'elle n'a pas voté? La 5e, elle n'a pas voté. C'est pas la peine d'aller faire du porte-à-porte, ça ne sert à rien. C'est du temps que j'ai perdu. Par contre, si j'ai copié les cahiers des marchands, d'abord la loi vous permet 10 jours après chaque tour, si ça vous permet, si vous les copiez et vous les avez gardés sur 10 ans, vous savez exactement si par exemple les nouveaux inscrits ont tout de suite voté ou pas. Par exemple, si vous prenez votre bureau de vote, et c'est ce qu'ils font aux États-Unis, ce qu'ils font évidemment en France, c'est les bureaux de vote, vous allez regarder la rotation des inscrits dans le bureau de vote. Si dans votre bureau de vote, vous avez fait venir, je sais pas, 4 immeubles de plus ou un immeuble a été détruit, et vous vous rendez compte que vous avez 30% de rotation dans votre bureau de vote, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas la mémoire de ce que vous avez fait avant. Donc le discours est devenu pareil. Et pour rappeler des chiffres, donc là, ça c'est le cas dans quasiment tous les pays, mais dès qu'on se rapproche de métropole, c'est en France, métropole de Bordeaux, j'en parle même pas, parce que là, il y a un TGV, ça a complètement changé le lycée électoral. Il y a 65 000 nouveaux électeurs à Bordeaux qui n'étaient pas là en 2014. C'est énorme. En Ile-de-France, taux d'occupation sur le lycée électoral que l'on constate nous chez nos clients, vous avez effectivement du 20% minimum. C'est arrivé comme après, vous montez à 25. Dans les villes qui ont eu des problèmes, c'est 35. Donc effectivement, il y a un très fort taux de donation. Très très fort taux. Pour repartir sur ces outils de ciblage dont on parle depuis quelques minutes, il faut aussi comprendre que, voilà, on a parlé d'un cas illégal de Cambridge, dans un contexte de loi électorale américaine complètement différent de l'autre. Bien sûr qu'en France, il est possible de travailler sur des jeux de données très intéressants dans un cadre légal. Et là, il n'y a absolument aucun signe de barrière. Au contraire, c'est très simple pour l'exercice démocratique d'être capable d'identifier des gens qui, effectivement, pourraient voter mais ont une participation fragile. C'est très simple de pouvoir, effectivement, ramener des gens à la maison. Voilà. Donc, il faut aussi voir comme ça. Dans d'autres contextes, là, on va partir quelques minutes sur l'Afrique. Je voulais vous parler de cette région, notamment la présidentielle sénégalaise qui a eu lieu en début d'année. Là aussi, on a eu des très bons cas de communication ciblée. La communication politique africaine fonctionne beaucoup sur un réseau social qui est Facebook et sur beaucoup de communication par SMS. C'est un peu paradoxal parce que effectivement, c'est lié à la qualité des connexions là-bas. Effectivement, les gens vont essayer d'économiser ce qu'on appelle la data sur leur carte prédéfinie mobile. Voilà, donc,
C'est pour ça qu'ils vont un peu moins se servir de WhatsApp et beaucoup du SMS, par exemple, parce que le SMS en coûte moins cher. Il y a aussi très peu d'emails. Et donc, des très bons cas, pour vous donner un cas de communication ciblée, vous voyez que c'est vraiment sur tous les continents maintenant, on a pu mettre en place des réseaux de chefs de village dans la ruralité au Sénégal qui recevaient effectivement un message du candidat sous forme de SMS. On a pu faire des messages vocaux dans les différents dialectes pour effectivement personnaliser la communication aussi, parce que dans la ruralité au Sénégal, il y a aussi des gens qui savent habiller. Donc vous voyez, on a été capable de dessiner ce réseau dans la ruralité de manière à bien relayer la parole par les maires, par les chefs de village. Donc ça vous permet de rajouter que, évidemment, ce sont des principes de communication. On a dit, ce qu'il vient de dire, ça existait ici, là, dans cette ville. Dans les années 60-80, vous aviez un responsable du Parti communiste par immeuble, un responsable du RPR par immeuble. Et à chaque fois, tous les lundis, on leur donnait un petit cahier, ils avaient toutes les informations de la semaine, et c'est comme ça à Chirac. Et c'est comme ça qu'on les villes communistes, les villes ont été tenues, parce qu'à chaque fois, ils avaient des militants. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de militants. Heureusement qu'il y a des outils comme celui de Vincent, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Moi, je voulais aussi revenir sur les États-Unis pour vous donner un élément important. Par exemple, on parle beaucoup d'applications et d'applications pour les militants. Il faut savoir que l'équipe de campagne de Trump en a mis une. En gros, elle est arrivée 2 mois avant l'élection. Donc, elle n'a pas beaucoup servi. Là, ils viennent de se doter d'une nouvelle appli qui s'appelle YouCampaign, qui est une appli qui permet de mobiliser ce tour et surtout de faire du gaming, c'est-à-dire des challenges entre supporters pour aller convaincre les gens et vous gagnez des points. Donc vous avez des quiz, tout ça, vous gagnez des points. Et avec ces points-là, soit vous avez le photo du président, soit vous allez pouvoir faire pour les meilleurs un petit déjeuner avec le président ou avec le candidat, etc. etc. Donc on gamifie totalement la relation et on récompense, entre guillemets, le meilleur pour faire ça. Ce qu'a décidé, on va prendre quelques questions après. Non, je termine là-dessus. Ce qu'a décidé Trump pour cette campagne-là, c'est de repartir, mais surtout, c'est de détruire l'adversaire. Donc pourquoi il a cette procédure d'impeachment qui est en train d'être mise en place? Parce qu'il essaie de détruire Joe Biden via son fils. Et il essaie de détruire aussi Nancy, qui est donc la présidente de Pelosi, qui est la présidente de la Chambre des représentants. De façon assez simple, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pris, elle a interviewé. Elle a un peu bégayé durant l'interview, mais rien de particulier. Qu'est-ce que je fais? Je ralentis l'image. Je dépense 12 millions de dollars de promotion sur Facebook et je diffuse ces vidéos au ralenti avec une voix qui dit des choses complètement inverses de ce qu'elle disait dans la vie. Et ça, je passe ça à tout le monde avec 10 millions de dollars et je détruis la réputation de maîtrise de la communication. C'est ce qu'ont décidé la campagne d'aujourd'hui, c'est de faire campagne rase des adversaires. Ça, il y aura aussi des petits fakes, ça c'est encore pire. On prend l'image de quelqu'un, effectivement, on fait dire, vous faites n'importe quoi, parce qu'en fait, ça va être des fausses images de plateau. Est-ce que vous avez quelques questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ou des réactions aussi? N'hésitez pas. Ok. Peut-être parler des nouveautés de la campagne de Trump. Donc, il y a cette appli, les podcasts, énormément utilisés aux États-Unis, notamment par les démocrates, mais les républicains sont là aussi. Ce qui a été essayé par un candidat français il y a, pendant la primaire, je ne dirais pas son nom parce que ça durait 24 heures, il a arrêté. Évidemment, c'est d'aller sur les réseaux de rencontres pour aller draguer et aller chercher des voix. Donc, qui est-ce qui a inventé ça? C'était Bernie Sanders. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une jeune fille et une personne qui ont été draguées sur Tinder. Et ils avaient toute une interview qui était prête, un guide de contact. Et au bout d'un moment, oui, alors ce que tu as regardé, j'aime bien les animaux. Et qu'est-ce que tu penses qu'il fait le président en fait pour les animaux? Et au bout d'un moment, ils se dévoilaient. Donc, il y en avait un tiers qui disait je ne suis pas sur Tinder pour parler politique.
D'autres qui sont fous. Et d'autres qui étaient convaincus. Donc ils ont été chercher ça. La primaire de droite, il y a un candidat qui l'a fait pendant 24 heures. Le problème, c'est qu'il a arrêté. Pourquoi? Parce que malheureusement, il est tombé sur un journaliste de Libération qui était sorti leader, pas pour faire de la politique, mais qui s'est accroché. Et donc ils ont arrêté tout de suite parce que culturellement en France, c'est pas possible. Il y a un autre candidat qui l'a fait, que je vais vous parler, qui marche beaucoup aux États-Unis. Ce sont les plateformes de streaming de jeux vidéo. En France, c'est jeuxvideo.com. Le seul qui a bien réussi à marketer son offre dessus, sauf qu'il y a eu un petit problème, c'est qu'il n'a pas compris qu'en dessous de 18 ans, on ne peut pas voter. Mais sinon, ce qu'il a fait, c'était vraiment bien fait. C'était Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce que son ami a participé à la campagne de Sanders. Et c'est là qu'elle a appris tout ce qu'ils ont fait. Et ça c'est marrant, sur Facebook, on voit que son public est entre 14 et 16 ans. Le problème, c'est qu'on de coup, 14-16 ans, on ne vote pas. La campagne de Mélenchon, techniquement, c'est une réussite. C'est une réussite. Après, on peut en parler du score, ça c'est pas le sujet. Mais techniquement, la campagne est très habile. Ce qu'il a réussi à faire, en fait, il a réussi à devenir son propre média. Alors c'est très simple, il a utilisé un logiciel de campagne dans le strict cadre des lois françaises, donc ça fait pas de sujet. Très bien. Et effectivement, il a mis en place, vous l'avez certainement vu, une chaîne YouTube. Voilà. Une chaîne YouTube, et effectivement, il a réussi assez rapidement à avoir 100 000, 200 000, 300 000 personnes qui s'étaient abonnées à sa chaîne. Et en fait, il ne se contentait pas de balancer une vidéo YouTube et d'attendre, parce qu'il n'aurait pas eu de miracle. Au contraire, il avait, avec son logiciel, avec sa base de données, la possibilité de rediriger la vidéo en question par un système de communication canal très ciblé. Donc, il y avait dans cette base de données, on pourrait s'aventurer à dire, je n'ai pas le chiffre exact, mais on va parler d'un million de contacts. Donc là aussi, 1 million de contacts dans le strict cadre de la loi française, donc ça veut dire que ce sont des gens qui se sont déclarés auprès de lui, qui met sa campagne. Donc là aussi, il recueille les données, consentement, ceinture de tête, rien à dire. Et en fait, la campagne est très très habile parce que sur entre 500 000 et 1 million de contacts, il y avait une préqualification avec effectivement un niveau d'engagement. Est-ce qu'on est sur des militants de France Insoumise, du front de gauche et de la gauche, ou est-ce qu'on est plus sur des gens qui sont en sympathie avec ces idées ou avec une de ces thématiques. Voilà. Et en fait, effectivement, chaque vidéo peut être poussée à direction de ces gens-là. Ce qui veut dire que quand vous envoyez par email une vidéo à 150 000 intéressés à 150 000 personnes intéressées par la culture et la vidéo par la culture, ben en fait, c'est intéressant. Et ça lui a permis effectivement, parce qu'ils ont bien maîtrisé tous les codes et tous les rouages de la vidéo sur YouTube, effectivement ces personnes-là, on voit Jean-Luc Mélenchon, alors là c'est sa campagne, c'est son équipe de campagne qui l'a coché pour le dire, mais souvent dans cette vidéo il demande, allez les copains, mettez un petit pouce bleu, c'est mettre un petit like sur YouTube, comme ça vous faisait remonter dans le moteur de YouTube. Donc très très habile. Et effectivement, c'est un très bon cas d'école, une campagne présidentielle à l'échelon national avec un logiciel de campagne dans les respects de la loi. Et alors aux États-Unis, ce qui fonctionne aujourd'hui, qui est la tendance, donc d'abord Trump pour sa nouvelle campagne a fait assez simple, c'est-à-dire qu'il avait un autre ami milliardaire, qui n'est pas le même que celui de la dernière fois, c'est un autre copain, qui lui a créé un nouveau média télé qui s'appelle One America News Network. Et pour faire monter cette chaîne, Trump a dit Fox News, ils sont devenus gauchistes. Donc la seule voie de maître, c'est One America News Network. Donc aujourd'hui, c'est devenu, tout en étant séparé de la campagne, parce que c'est devenu un média de communication énorme vis-à-vis de ça. Deuxièmement, les républicains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis 2 mois, ils ont créé un incubateur de start-up pour les entreprises en marketing politique. Ils ont mis 15 millions de dollars. Ce qu'avaient déjà fait les démocrates, et là, ils se mettent un peu à la boue. Et autre point qui est important, c'est les vidéos à format court. Aujourd'hui, les démocrates sont en train de travailler de façon très forte sur des vidéos entre 15 et 20 secondes maximum. Je vous rappelle, en e-marketing, le commerce, c'est au bout de 7 secondes que l'internaute décide ou pas de poursuivre la vidéo. 89% des vidéos sont vues en France
sur le smartphone. Donc ça veut dire que si en 7 secondes, vous n'avez pas été capable d'attirer l'attention, on ne va pas plus loin. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, il faut avoir de bons professionnels autour de soi. Et ça, c'est un coût. Et quand on voit les plafonds de campagne en France, c'est là où c'est bien compliqué. Parce que tout ce qu'on a dit tous les deux, vous vous rendez compte de staff qu'il faut derrière. Parce que ça, vous pouvez le faire à l'échelle d'une commune. Sans évidemment, il y aura peut-être moins de production, mais la méthodologie est la même. Sauf que derrière, les salaires à verser, les factures à payer, font que quand vous regardez votre compte de normal, vous dites, au bout de 2 jours, j'ai cramé tout mon argent. Alors, ce qui a été fait, par exemple, à Bolsonaro, c'est comme ça, c'est pas pour dire ça, mais ça a beaucoup aidé à sa campagne et son poste en élection, c'est les groupes WhatsApp fermés. Ça a été le premier à utiliser de façon aussi importante les groupes WhatsApp fermés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crée un groupe et je vais jusqu'à 250 personnes. Et dedans, j'alimente 4 à 5 fois par jour de vidéos et, comme tout à l'heure on a dit, d'éléments de langage pré-mâchés pour un type de public particulier. Parce que le premier groupe WhatsApp, ça va être des cadres dans l'informatique. Deuxième groupe WhatsApp, ça va être des femmes au foyer. Troisième groupe WhatsApp, ça va être etc. etc. Et donc, à chaque fois, j'ai un message. Et le but de ces 250 personnes-là, c'est évidemment d'essayer et d'évangéliser autour d'eux le plus possible. Communication qui coûte pas grand-chose, qui coûte en humain, parce que derrière, il faut travailler, mais qui en termes de logistique coûte rien du tout. Parce qu'une fois que vous abondez en message, en plus sur WhatsApp, vous n'allez pas faire une littérature de 25 pages, donc ça va être des messages très ciblés, une petite vidéo qui se montent, et avec des arguments très clivants. Un positionnement de communication mou fait qu'à un moment donné, vous avez du mal à mobiliser votre territoire. Là, on parle plus de la communication clivante, si on revient par exemple en Afghanistan, là ce sont des boucles qui sont connectées à militants, adhérents. Après, si on découche un petit peu, voilà. Mais dès qu'on arrive à un deuxième cercle d'électeurs en sympathie avec le candidat ou d'accord avec ses projets, là par contre, le truc est moins dur. Donc aujourd'hui, on se retrouve en marketing politique dans la même difficulté et les mêmes contraintes que le marketing classique. C'est-à-dire ce qu'on appelle évidemment en bon français, le content, le brand content, c'est ça qui compte, c'est le contenu. Quand on a dit justement tout à l'heure l'intervenant avant, ce qui est intéressant, c'est pas le support. Parce que le support, on en trouvera toujours des choses, le problème c'est le contenu. Moi, quand j'enseigne mon MBA avec mes étudiants, j'en fais un exemple classique. Eux, de toute façon, ils ne sont pas destinés à aller faire des marketing politiques, ils vont faire dans les écoles, dans les marketing commerce. Je leur donne la photo d'un maire en train d'inaugurer une crèche. Et je lui dis, voilà, vous êtes attaché de communication, vous avez 30 secondes pour faire un tweet. Il y en a pas un, ils font tous le même tweet. Monsieur le maire a inauguré ce matin la crèche d'Iluf. Ok? Et je lui dis, elle est où la plus belle client? C'est ça, je dis, non, on s'en fout. Moi, je m'en fous que machin qui était avec le préfet. Parce que je vais encore dire, ils ont encore fait un cocktail, ils ont encore un. Non, mais c'est quoi d'important? Grâce à cette crèche, 50 de familles ont trouvé une solution. Voilà. Vos impôts, les 20 millions ont permis de réduire la liste d'attente de temps. Je dis, là, vous avez la plus-value client. Vous avez un élément marketing à donner. Mais de dire que des gens sont réunis pour découper un ruban, on s'en fiche. Et quand vous voyez, même dans les magazines de communication des villes, on était là tout à l'heure, c'est de l'information. C'est exactement ce que j'ai des étudiants, c'est passer de l'info à la main. Il faut qu'il y ait un retour, s'il n'y a pas de retour. C'est comme les gens qui me disent, j'ai fait une super page Facebook, c'est génial et tout, j'ai des likes. Et quand vous dites, mais quelle est la qualité des gens qui vous suivent? Ah bah ils habitent le monde entier. Ok, et vous présentez où? D'accord. Donc quel est l'intérêt d'avoir ces gens? Ce qui compte, c'est pas le compte, c'est pas le volume. Ce qui compte, c'est la quantité, la qualité des personnes qui vous suivent. En gros, on a encore l'impression que ça manque un peu de professionnalisme. Et qu'on a du mal en France culturellement à déterminer
L'électeur est surinformé, énormément informé. Et donc ça c'est un vrai problème, parce que parfois il est plus informé que vous, ou il croit être plus informé que vous, mais en tout cas, c'est ce qu'il y a. Donc ça c'est la vraie difficulté, c'est il faut être stratège, ça veut dire exactement comme tu dit tout à l'heure. Il faut qualifier, c'est ça. Qualifier, Pour il y a lancer la discussion, pour qu'on reste dans le temps, je ne sais pas quelle heure il est, je pense qu'on va essayer avec Frédéric de nous dresser un petit panorama de quelques usages à l'étranger. On a aussi cité quelques exemples sur la France. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a un usage intelligent, pratique et facile dans vos communes, dans vos départements, dans vos régions, qui peuvent effectivement vous permettre de bien qualifier les électeurs en fonction de la participation, qui est capable d'aller voter, qui est intéressé par tel ou tel sujet. Ça peut être fait assez facilement. Ce n'est pas non plus des outils de milliardaires. On a parlé de la campagne américaine. Alors, effectivement, ils ont des budgets de campagne à $1 milliard, c'est pas comparable. Il y a aussi, effectivement, à l'échelle d'une commune, on travaille avec beaucoup de communes, des maires qui ont les mêmes moyens que tout le monde, qui arrivent tout à fait à mettre en place des outils de communication, tout en là-bas, et aussi sur leur compte de campagne. Donc, c'est pas réservé aux milliardaires, bien sûr, vous l'avez compris. Deux points pour terminer. Premier point, bien connaître sa base électorale. C'est-à-dire qu'on travaille, qui est venu voter, qui n'est pas voté. Vous avez des chiffres en open data aujourd'hui. Vous avez le Lilo-INSEE en open data, ce qui vous permet de savoir à l'intérieur d'un bureau de vote le nombre. Vous avez l'âge parce que vous avez la date de naissance, ça vous permet de savoir le CSP, tout ça. Tout ça, c'est à travailler pour connaître exactement votre bureau de vote et savoir si c'est un bureau de vote plutôt avec des jeunes, avec des vieux, si vous représentez. Et l'autre montant qui était un montant, juste pour l'anecdote, parce que c'est quand même assez édifiant, juste le montant des dépenses de publicité digitale pendant la campagne électorale américaine. Je ne parle pas des autres choses, je parle que de ça. 1,2 milliard de dollars. Merci beaucoup. Alors, nous allons accueillir notre prochain